je la traîne, je la traîne, je me traîne parfois. Je lui dis à jamais, au revoir à jamais, toi celle que j'ai été, que j'enterre, parce que pour avancer, je dois me faire légère pour accueillir le printemps dans ma vie comme une raison d'aller de l'avant, de toujours avancer, pousser et fleurir quand tourneront les vents. Oh, laisser grandir l'horizon infini tout au fond de moi, comme une raison de croire l'avenir, l'avenir comme revers le printemps. Diode, le podcast qui cherche la lumière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Diode. Je suis absolument ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que j'ai une nouvelle maison avec ce podcast, que j'ai déménagé, que j'ai pris mes quartiers dans un endroit qui est trop cool. Et je suis absolument ravie de vous retrouver. J'espère que le premier épisode vous a plu si vous l'avez écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, il n'y a pas de souci, c'est pas chronologique. Faites-vous plaisir dans l'ordre qui vous convient. Alors vous êtes peut-être un peu déçus parce que quand vous avez vu le titre de l'épisode du podcast, vous vous êtes dit « Ah, elle va chanter du Dalida en introduction » et pas du tout. Que nenni. Non, j'adore la chanson de Dalida, mais je la trouve un petit peu trop définitive. C'est un peu trop c'est bam la mort et on essaye dans l'acceptation de la mort, mais c'est pas encore complètement accepté. On va poser les choses tout de suite. Pour moi, la mort, c'est plus un passage, c'est plus une renaissance. Et on va parler de ça dans tout cet épisode. Pour moi, la mort, c'est une évolution. Et si vous êtes sage, je vais peut-être même vous révéler ma fameuse théorie des contenus et des contenants. Non, je trouvais que c'était beaucoup plus approprié de vous mettre une chanson du coup qui parle de printemps, parce qu'on y arrive, c'est le printemps. Et puis parce que pour moi, comme je vous le disais, la mort, c'est une avancée vers autre chose. On laisse le reste derrière et on avance vers le renouveau. Et c'est un processus qui est absolument fascinant. J'ai également choisi de ne pas vous mettre du Dalida parce que je ne suis pas morte sur scène. Et oui, j'ai bien fait ma première scène ouverte pour présenter ma première composition. Et je suis toujours vivante et je suis même encore plus enjouée qu'avant. Je vais vous parler de tout ça dans cet épisode et bien plus encore. Bienvenue dans le deuxième épisode de Diode. J'ai regardé ton avenir et j'y ai vu la mort. Vous y avez vu aussi la vie. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Bon allez, je vais pas vous faire languir trop longtemps. On va commencer par parler en tout premier lieu de cette première expérience de scène ouverte. La première présentation publique, la première présentation officielle d'une chanson à moi et pas de l'interprétation d'une chanson de quelqu'un d'autre. C'est un moment important quand même. Et c'est pas un moment que je voulais vivre n'importe comment et avec n'importe qui. J'ai fait vraiment très attention à la symbolique des lieux, des gens, des énergies. Je voulais vraiment être dans les meilleures conditions pour réaliser cette expérience. Alors j'ai choisi un cabaret littéraire poétique et pas une scène ouverte vraiment de chansons, de musique ou même de comédie musicale. J'avais pas envie de me retrouver à faire une chanson très verbeuse au milieu de personnes qui allaient essayer d'enchaîner du Ed Sheeran et du Céline Dion en fait. Je voulais pas me retrouver entre de la pop et de la chanson à voix parce que pour moi c'est pas que c'est pas forcément le public, mais en tout cas tant que mon album est pas sorti, j'ai quand même envie de me mettre en face d'un public qui forcément a priori va être réceptif à des textes très littéraires. Et puis surtout, j'avais envie de faire quelque chose qui soit pas trop électrique, qui soit un petit peu posé, où je puisse prendre le temps de faire monter une émotion, de faire entendre un texte et de délivrer un message. Avant de vous raconter
comment ça s'est passé sur scène pendant ce cabaret littéraire qui s'appelle d'ailleurs Mange tes mots. Si vous voulez aller les suivre sur Instagram, je l'ai mis sur ma page Instagram, je les ai tagués. C'est une super communauté créée par Margot et Héloïse. Je devrais dire Galatée et Jinko, qui sont leurs noms de scène. C'était un très bon moment pour passer ça. Alors, avant de vous parler exactement du moment du passage sur scène, je voudrais quand même un peu vous parler de l'avant. Parce que la chanson que j'ai présentée est une chanson qui, pour l'instant, s'appelle Goutte d'eau. Je ne sais pas si ça va être un titre définitif, mais en l'état, c'est le titre. Et c'est une chanson qui parle du pardon, c'est une chanson qui parle d'une histoire d'amour complètement impossible et de comment finalement on peut trouver l'amour dans une relation impossible au travers du pardon, plutôt qu'au travers de la relation en elle-même. Et avant du coup de présenter cette chanson, j'étais vraiment dans un dilemme parce que cette chanson, elle est mi-chantée, mi-parlée. Et quand je la préparais, j'ai d'abord travaillé la musique. J'avais une musique assez symphonique, j'aime bien faire des choses avec beaucoup d'instruments. Et j'avais une musique vraiment un peu épique comme ça qui montait. Et ensuite j'ai préparé un texte que j'ai vu, revu. Et c'était logique pour moi que certains passages soient parlés et que certains passages soient chantés pour symboliser les différentes émotions de la personne qui interprète la chanson, enfin de la personne, du personnage de la chanson. Donc des moments de calme où la personne est capable de parler sereinement à son interlocuteur, en l'occurrence son amour impossible, et des passages un petit peu plus énervés où du coup elle s'emporte en chantant, même si c'est pas vraiment de la colère au fond. C'est plutôt une douce aigreur. Du coup, j'étais vraiment... jusque la veille au soir, le cabaret, c'était un dimanche soir. Et le samedi soir, j'étais encore en train de me prendre la tête, en train d'essayer de rendre certains passages beaucoup plus chantés que parlés. Et j'essayais de me faire rentrer dans une case. Hein. Comme quoi, on a beau être conscient des choses, on répète encore parfois les mêmes schémas. C'est vraiment long avant de s'en débarrasser. Alors qu'au moment où j'écrivais la chanson, c'était assez évident. Pour moi, j'avais l'impression que la grâce me guidait, que l'intuition en tout cas me guidait et que les choses étaient posées aux bons endroits. Et 24 heures avant, doute total, je ne savais plus, j'avais envie de tout changer. Et j'ai vraiment dû me faire un gros cheminement mental pour me dire « Baruch, lâche prise ». Oui, je m'appelle Baruch. C'est comme ça que je me gronde. Je m'appelle par mon nom de famille. Parce que pour tout vous dire, mon nom de famille, ça veut dire béni. Je suis bénie des dieux. Et du coup, ça a du sens pour moi de dire « Hé, meuf bénie, tu sais très bien que t'es chanceuse sur Terre, alors bouge tes fesses. » C'est une auto-flagellation, mais qui a le mérite de me faire bouger mes fesses. Donc, je continue de l'utiliser. Du coup, j'ai vraiment dû lâcher prise, faire cet exercice de « fais-toi confiance », c'est bien écrit, ce sont les bonnes intentions aux bons endroits, lâche prise, éteins l'ordinateur, pose ton carnet et ton crayon, va dormir. Mais c'est tellement important, franchement, l'importance d'aller dormir pour être en forme pour le lendemain. On sous-estime le pouvoir du sommeil. Alors, pendant le cabaret littéraire, et pour la petite parenthèse, comment je les ai connus. En fait, je connais surtout Margot à la base, puisque Margot était une de mes élèves de radio. Elle est venue faire une formation avec moi à l'INA et on est resté en bons termes et je suis tombée complètement en crush de son univers artistique et de sa façon de parler parce que Margot est quelqu'un qui a un vocabulaire hallucinant. Elle sort des mots que t'as pas entendus depuis 10 ans. Tu fais « Ah, mais je l'avais oublié ce mot-là ». Et en fait, elle les place aux bons endroits, avec les bonnes émotions, ce qui fait que c'est toujours très joli. Tout le monde dit ça. Quand on écoute Margot parler, on a envie de l'écouter parler pendant des heures, parce que c'est un bonbon. Cette fille, c'est un bonbon, c'est un délice. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas totalement impossible qu'on fasse un épisode du podcast avec Margot Galatée, parce que c'est vraiment une personne qui mérite d'être connue. Du coup, j'ai fait... son cabaret littéraire, le cabaret Mange tes mots de Margot et de Héloïse. Ça se passait dans un café parisien dans le 20e arrondissement qui s'appelle le Loup Pascalou. J'ai adoré le nom, je me suis dit j'aime bien, ça sent un petit peu le terroir, le saucisson corse, tout ça, on aime bien. Ou occitan, je savais pas trop, j'avais un doute, c'était soit auvergnat, soit corse a priori. Mais j'aimais bien, je me suis dit ça c'est des gens vrais, c'est pas des gens qui sont dans le superficiel et les apparences, donc je vais être bien. Alors il faut savoir que quand je dis que c'est ma première scène ouverte, c'est la première fois où je présente une de mes compos, mais je fais de la scène depuis quelques temps.
Et ça fait quelque temps que je travaille ma gestion de l'espace scénique, que je travaille mon track, que je travaille mon adresse au public. Et il y a des choses, franchement, depuis que j'ai commencé le travail, ça a vraiment, vraiment bien évolué. Je me félicite. Bravo Baruch. Ouais, ça marche aussi avec les félicitations. Mais je me suis rendu compte, oui, parce qu'il y a toujours un mais, je me suis rendu compte que par rapport au track, j'ai fait un travail parce que il y a 3 ans, la nausée, envie de vomir, envie d'aller aux toilettes, le corps qui tremble de partout, impossible d'ouvrir les yeux sur scène, les suer, je perdais le texte. Vraiment, j'avais tous les symptômes du trac. C'était un enfer. J'étais Jacques Brel, en fait. Il paraît que Jacques Brel, il vomissait à chaque fois avant de monter sur scène. Le mec a passé, je sais pas combien d'années, plus de 40 ans de carrière à vomir. C'est une torture. Et comme je ne veux pas faire ça, j'adorerais avoir le talent de Jacques Brel, mais je ne veux pas vomir toute ma vie. J'ai décidé que j'allais prendre en main ce track. Et franchement, j'ai senti les effets parce que je suis montée sur scène détendue, j'ai fait mes 2 petites blagues, j'ai présenté ma chanson au public, j'ai pris le temps de m'installer. Vraiment, j'étais bien. Il y avait une bonne énergie, une bonne osmose, je sentais l'attention des gens, ce qui n'est pas forcément facile dans un café où on sert à manger, on sert à boire, tout le monde ne vient pas pour la scène ouverte. Donc, franchement, j'étais agréablement surprise de moi-même, sauf, à un moment j'étais en pleine interprétation de chanson et qu'est-ce que je sens ? Ma main qui tient le micro, qui commence à trembler, et à ce moment-là, je sais vraiment pas si c'est l'émotion de la chanson, parce que c'est une chanson triste, enfin, pas totalement, enfin, vous verrez. Je sais pas du coup si c'est l'émotion de la chanson ou si c'est le trac qui a raison de moi. Et toujours est-il que je sens ma main qui tremble et du coup je me focus un peu là-dessus et je m'en veux. Je me dis mais non, c'est pas possible, t'as tout ton corps qui se tient, pourquoi juste ta saleté de main droite elle veut pas t'obéir, c'est dingue ça quand même. La scène ça va, j'étais bien sur scène, la gestion avec le public ça va, on avait une bonne communication, on avait une bonne relation artiste à public, mais cette main droite, du coup je serrais comme une malade mon micro pour pas trop que ça se voit. Alors, ça s'est vu, hein, je tremblais, écoutez, navré d'être un être humain avec des émotions, mais bon, on va dire que c'était ça. Et quand même aussi, j'ai eu un petit décalage. J'entendais pas très très bien la musique parce que elle était diffusée sur ma propre enceinte. Parce que franchement, truc à la bête, je m'en veux des fois d'être. Bref, mon téléphone est un iPhone. Et pour connecter l'iPhone à une enceinte, il faut un adaptateur. Parce que c'est pas une prise jack, c'est une prise Lightning. C'est insupportable. Si vous avez un iPhone, je sais que vous me comprenez, c'est insupportable. Et bref, du coup, je n'avais pas l'adaptateur pour mettre la musique sur mes enceintes. Du coup, je le trouvais plus, je l'ai retrouvé depuis, 3615 ma vie, on s'en fiche. Bref, j'ai amené une petite enceinte Bose, en mode « Ouais, Bose, c'est des gars sûrs, ils vont me back-upper, j'aurai une super musique. » Et dans un café avec 50 personnes qui font du bruit, nope. Not enough, ma fille, ce n'est pas suffisant, il te faut un vrai système de son. Écoutez, j'ai testé, faut bien faire des erreurs à un moment, mais du coup je vous donne le tips, ça ne fonctionne pas. Allez dépenser 10 balles chez Apple pour l'adaptateur, mais au moins vous êtes sûr vous aurez un bon son. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que j'entendais pas très très bien ma musique. Donc ça, cumulé au petit track, je me suis un petit peu gourée dans les paroles. Alors il n'y avait que moi qui le savais, hein, le public l'a pas vu. Mais du coup, j'ai essayé de me rattraper et je me suis rattrapée. Donc vraiment, le public n'y a vu que du feu. Mais moi, je savais que j'ai pas pu placer mes 2 dernières phrases qui sont la conclusion de la chanson. C'est vraiment là que tout se dénoue. Et j'étais genre, mais shit! Sorry, pardon pour le vocabulaire. Mais vraiment shit, quoi! À 2 phrases près, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai mon amie Emma qui était là pour me soutenir, qui a eu la gentillesse de me filmer. Du coup, j'ai pu observer ce qui s'était passé, mais vraiment, j'étais genre, mais pourquoi ? Et vous savez quoi ? Ce que je me suis dit au moment où j'ai vu que je m'étais gourée, il n'y a pas d'autre terme, je me suis dit, vous savez quoi ? Baruch, life is a game. T'es là pour t'amuser, il n'y a rien de grave. Le public, il le sait pas. T'es pas en train de jouer ta vie. Tu risques pas de te faire assassiner. Tu vas pas te retrouver, pointé du doigt, genre bouh. Enfin, non, en fait, it's cool, it's fun. T'es là pour t'éclater. Et en plus, le public te fait une énorme applause parce que vraiment, oui, disons les choses, j'ai eu une très très belle applause. Merci. S'il y en a qui m'écoutent et qui étaient là ce soir-là, vraiment merci du fond du cœur. Je vous ai senti
hyper réceptifs, hyper bienveillants, hyper attentionnés. C'était vraiment un délice de chanter pour vous, donc merci beaucoup. Donc je me suis forcée à me répéter sur toute ma fin de prestation, Florence, Baruch, c'est un jeu, c'est trop cool, et en plus tu t'es éclatée, donc profites-en. Quand je suis sortie de scène, j'ai été serrée dans les bras par mes amis qui étaient venus me voir. Merci les amis, d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été là, ça m'a énormément touchée. C'est ce genre de souvenir qui reste, en fait. C'est primordial, donc vraiment, merci. Je le pense vraiment du fond de mon cœur. Et assez vite après, ce que je me suis dit, c'est... c'est fuck, c'est trop court. Encore ? Non mais j'ai pas eu le temps de parler, j'ai pas eu le temps de bien raconter ma vie, j'ai pas eu le temps d'installer des trucs, d'enchaîner plusieurs chansons, de faire monter des émotions, de raconter une histoire. J'étais partie, j'étais on fire, j'avais envie. Franchement, dans les 10 minutes qui ont suivi, j'avais qu'une envie, c'était de booker la salle, de préparer un show de 20 minutes, de m'entraîner pendant 2 semaines pour préparer un show impeccable et puis de mettre une billetterie à l'entrée et d'appeler ça le Baruch Show ou le Diode Show, je sais pas encore. Mais c'était trop court, 5 minutes c'était trop court, on a à peine le temps d'y goûter, on a à peine le temps de se rassurer que ça y est, c'est déjà fini et puis il faut retourner s'asseoir. Alors c'est chouette d'écouter les autres, mais un petit peu plus du coup. J'avais vraiment envie, je me suis vraiment dit, non mais les gars, je veux être professionnelle en fait, donc laissez-moi un petit peu de scène. Donc évidemment j'ai joué le jeu, je suis allée m'asseoir et j'ai commandé un verre de vin. Tout ça pour vous dire que c'était un moment qui était, je vais pas dire magique parce que je reste un être humain avec des émotions, avec des peurs, avec des joies, donc c'était pas oh my god c'était le plus beau jour de ma vie, mais c'était ouais, j'ai vraiment kiffé l'expérience, c'était un bon moment, c'était un moment qui m'a ancré dans mes choix, qui m'a ancré sur un chemin que j'ai choisi, qui m'a certifié que j'étais bien alignée avec moi-même, que j'étais bien ok, que tout était, tous les chakras étaient bien, il y avait bien de l'huile dans chaque sac. Ah, c'est dur à dire, bien de l'huile dans chaque chakra. Bref, que tout allait bien et que fallait juste continuer et travailler, parce que c'est important. Travailler, créer des chansons, créer la musique, créer les paroles, créer la symbiose entre les deux, interpréter la chanson, absolument primordial, vraiment. Donc, ça m'a vraiment rassurée sur tout ça. Et quelques jours après, j'ai eu un cours de chant avec ma prof de chant adorée. Et du coup, je lui ai présenté ma chanson parce qu'elle ne l'avait pas encore entendue. Et c'était hyper intéressant parce que je stressais un peu. J'avais peur qu'elle me dise « Non, mais ce style-là, c'est pas pour moi. Moi, je suis coach vocal. Le but, c'est de te faire travailler la technique vocale. C'est pas de te faire travailler l'interprétation. » Et en fait, elle a kiffé. Elle a kiffé et du coup on a passé 1 heure à travailler sur ma chanson, à réfléchir à où mettre les choses, à comment dire les mots et à vraiment travailler sur l'interprétation de ma chanson. Et franchement après ce travail, c'est à ce moment-là, après ce travail où j'étais ok sur la composition, ok sur l'écriture, ok sur la gestion scénique et ok sur l'interprétation des mots, c'est à ce moment-là, après tout ce travail, que je me suis dit ah ouais, cette chanson elle déchire. Mon cœur se gonfle d'admiration, de joie, de reconnaissance, je pense. Qu'elle est belle, la terre. Qu'elle est belle, avec ses ciels changeants, ses océans bleus, ses continents, ses îles, ses promontoires. C'est Diode. Je sais, vous avez envie d'entendre la chanson, vous avez envie d'entendre la perf scénique. En plus, j'ai rien mis sur les réseaux sociaux, j'ai rien mis sur Instagram ni sur TikTok. Je sais, ça va venir. Le truc, c'est que à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai toujours pas décidé si je vous mettais la version live ou la version maquette. Parce que du coup, maintenant que je l'ai retravaillé, je me dis, la version maquette, elle est encore plus propre, ils vont encore mieux comprendre. Et en même temps, si je joue la vérité à 100%, je vous mets un tout petit bout du live. Allez, peut-être que je vais vous mettre un petit bout du live. Vous voulez ? Dites oui, oui. Ah oui. Ah oui, c'est bien ça. Non. Oui. Mais non, oui, on va rigoler par tout à 10. J'ai tellement besoin de te raconter mes saisons pleines de doutes. Parce que tu sais, je t'ai longtemps vu comme mon dernier hiver. Comme la dernière goutte du vase de ma colère. J'ai tellement voulu que tu restes.
que tu sois le puits de mon avenir. Mais je comprends la rétention quand je pense aux souvenirs. J'y plonge la tête, je vois les images. Comment j'ai pu accepter ça? Te voir 2 heures pour les feuillages, c'est tout le temps que t'avais pour moi. Et je jouais à celle qui est d'accord de croire que tu es trop occupée, que tu me donnes tout ce que tu peux, mieux qu'un quotidien dilué. Mais t'étais pas trop occupée, t'avais juste pas envie que je reste. Et dans ce jeu, tu savais bien que je venais pas que pour le sexe. Je jouais à celle qui est d'accord de croire que tu es trop occupée, que tu me donnes tout ce que tu peux, mieux qu'un quotidien dilué. Je voulais te donner une autre chance, parce que je voyais dans tes yeux que t'avais mal de me faire ça. Tu voulais pas me dire adieu, je m'accrochais à ton regard, je restais dans le silence. Tu n'étais pas vidé à quart, tu calculais toutes tes absences. Et c'est jamais arrivé. Diode. C'est dommage que dans cette vidéo, vous puissiez pas entendre quelques mots et un petit peu de la voix de Margot, du coup, qui est mon ancienne élève qui organisait ce cabaret littéraire, parce que c'est vraiment, vraiment quelqu'un d'incroyable. C'est marrant parce que les gens me parlent souvent du rapport que je peux avoir avec mes élèves. Et je considère que l'art, au même titre que l'enseignement ou que la formation, c'est une transmission. Et souvent, quand j'ai des élèves en cours, qu'ils aient 12, 18, 30 ou 50 ans, je leur dis toujours, non mais en fait, je vous considère juste comme un être humain, je vous considère pas comme hiérarchiquement inférieur à moi parce que vous êtes en situation d'apprentissage. À mon sens, ça n'a aucun sens de dire à quelqu'un, tu sais pour l'instant moins de choses que moi, donc c'est normal que tu sois hiérarchiquement inférieur ou que tu aies moins de valeur ou quoi que ce soit. Néanmoins, moi j'ai toujours eu un rapport presque amical avec mes élèves, pour la bonne et simple raison que je considère qu'ils ont autant à m'apprendre que moi j'ai à leur apprendre. La preuve, j'ai fait ma première scène ouverte avec une ancienne élève. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où je me suis dit « Oh là là, c'est une ancienne élève ». Au contraire, je me suis dit « Mais quelle joie, quel privilège d'avoir pu lui transmettre des choses et qu'aujourd'hui, elle me transmette aussi des choses à son tour et qu'elle me permette de vivre une telle opportunité. » Alors moi, je sais que je fonctionne comme ça parce que j'ai pas peur de mes élèves. Il n'y a aucun moment où je me dis « Oh là là, ils vont me manquer de respect, donc il faut mieux que je mette une barrière now ». C'est non, on se parle, on est des adultes. Enfin, peut-être que je vais être un chouïa plus dur avec quand j'ai donné cours, enfin à l'époque où je donnais des cours en collège, mais je reste persuadée qu'on peut se parler d'être humain à être humain et prendre du recul sur les choses et être dans un acte de transmission sans avoir besoin d'établir quelque chose de froid et avec plein de règles. Et non, c'est pas mon truc. Donc voilà. Donc ça vous a peut-être surpris que je vous annonce que ma première scène ouverte était avec une ancienne élève. Mais je crois que ça fait aussi partie du mindset de ne jamais se fermer de porte dans la vie ou de ce mindset de chaque personne a de la valeur et chaque personne peut faire quelque chose de bien pour une autre personne. D'ailleurs, en parlant de faire des choses bien pour une autre personne, j'avais aussi envie de faire une petite parenthèse sur le trac. Parce que le trac, c'est un poison quand même. On va pas se mentir, les gens qui sont sujets au trac, ils sont genre « mais pourquoi ?» Il y a des gens, ils n'ont pas le trac. Et je sais pas si c'est trop de fierté ou juste un très bon travail, mais il y a des gens qui n'ont pas de trac et c'est assez enviable quand même, je dois avouer, parce que quand tu arrives sur scène et que tu es une serpillière qui gigote, vraiment, des fois, t'as envie de pas ressentir ça. Et en même temps, ça te rend humain et ça remet les choses à leur place. Chaque scène est un nouveau challenge et en ça rabaisse un peu ton caquet. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Néanmoins, on m'a transmis un jour 2-3 tips par rapport au trac et j'ai envie de vous les partager parce que ce podcast Diode, il sert aussi à ça. Il sert à vous partager des informations que j'ai pu comprendre ou apprendre au cours de ma carrière. Et du coup, c'est important pour moi de vous donner des petits tips à chaque épisode. Alors, il faut savoir que le trac, c'est régi par 2 hormones principales. Donc, en fait, c'est pas de votre faute. C'est pas que vous êtes faible. Déjà, c'est la première information. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas que vous avez manqué quelque chose ou que vous n'avez pas eu assez d'œufs ou que vous n'êtes pas assez bon pour... Non, c'est hormonal. Vous ne pouvez rien y faire. Si vos hormones, elles fonctionnent comme ça, vos hormones fonctionnent comme ça. Donc déjà, faites la paix avec vous-même par rapport à ça parce que vous n'y êtes pour rien. Et les hormones, il y en a 2. Il y a l'adrénaline qui est produite par le cerveau et le cortisol qui est produite par les reins. Et en fonction de l'hormone que vous avez, vous allez potentiellement avoir
deux réactions différentes. C'est-à-dire que soit vous allez être sujet à ce qu'on appelle le réflexe de Moro. C'est un truc d'action en fait. Soit vous allez aller direct au combat, soit vous allez fuir de peur, mais vous allez être en mouvement. Ça va vraiment vous aider à produire un mouvement instinctif. Soit votre réaction, ça va être ce qu'on appelle un RPP. C'est un réflexe de paralysie par la peur. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes paralysé. C'est la faute d'une hormone. C'est pas de votre faute, ça fait du bien quand même. Et en fonction de ces deux réactions, ça va vous provoquer des réactions corporelles, enfin du coup des phénomènes corporels différemment. Si vous êtes plutôt dans le réflexe de Moro, vous allez être dans le combat, dans la colère, mais du coup en fait, comme vous êtes en action, votre corps va bouger contre vous. Vous allez piétiner, vous allez vous balancer, vous allez avoir une voix au perché, vous comprenez pas pourquoi, c'est très chelou. Ou vous allez trembler. Et quand vous êtes en RPP, donc vraiment en paralysie totale, vous êtes immobilisé, vous pouvez plus respirer, c'est une tannée, votre corps est complètement glacé, vous avez des trous de mémoire, des pertes de lucidité, c'est l'abandon de vous-même, mais c'est pas le lâcher-prise qu'on veut, dommage. Alors, ce qu'il y a de bien quand on sait que c'est pas ta faute, c'est la faute de l'hormone, c'est dur à dire hormone. En plus, j'ai un peu... je ressors de maladie, j'ai le nez pris en ce moment, je sens que je parle du nez, ça m'agace profondément. Du coup, hormone, c'est dur à dire. Bref, quand on sait que c'est la faute d'une hormone, on a un début de déculpabilisation et surtout, on a un début de solution. Parce que pour évacuer les hormones, évidemment, ça se fait par la transpiration, ça se fait par l'urine, mais des fois, c'est pas forcément au moment où on veut. Alors, tips de pro, mais vraiment, vous allez voir, ça fait des miracles. Il faut bouger. Et alors, oui, il faut bouger au moment où ça vous arrive. Donc, vous pouvez serrer fort les poings, vous pouvez contracter le corps, vous pouvez un petit peu marcher sur scène, mais de manière que ça corresponde à ce que vous dites, hein, pas juste un piétinement sale et ça va pas, visiblement, il piétine. Mais en fait, surtout, vous pouvez marcher, vous pouvez bouger, vous pouvez faire du sport avant. Ce qu'on conseille aux gens qui ont le trac, c'est d'aller faire un footing, d'aller faire de la muscu, enfin quelque chose, une grande marche, une grande balade, ou votre sport préféré. Moi, je fais du patinage artistique. Mon kiff d'aller faire 1 heure de patinage artistique le matin quand je sais que je vais me produire sur scène le soir, ça me fait évacuer toute l'hormone parce que l'hormone du trac, elle est pas là juste avant de monter sur scène, hein. C'est en général, elle commence insidieusement son chemin à partir du moment où vous avez booké la date, qu'on vous dit alors, Baruch, tu passeras le 6 à 18h. Dans 3 semaines, ok, 3 semaines de track, enfer sur terre. Alors au début, 3 semaines avant, ça va, hein, il y a une petite boule, mais c'est un petit peu excitant et tout. 2e semaine, on commence à y penser un peu plus, on commence à mettre les choses en place. 3e semaine, oh là là, c'est bientôt. Alors là, vraiment, vous y pensez tous les jours. Vous avez cette échéance devant vous. Puis alors, les 2 jours avant, le palpitant, il commence à s'y mettre. Vous avez des réactions cheloues. Vous êtes épuisé ou au contraire plein d'énergie. Donc vraiment, le jour où vous avez un casting, un passage quelque part sur un oral, une conférence, un entretien, allez faire du sport au minimum 30 minutes. Bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Et vous allez voir que vraiment, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va peut-être pas tout régler. Il va falloir faire cet apprentissage plusieurs fois. Mais vraiment, vous allez vraiment voir un avant et un après par rapport à votre gestion du trac. Et franchement, je pense que vous allez vraiment kiffer. Ce qui est intéressant avec cette histoire de trac, c'est que plus on apprend à le gérer, plus on fait de la scène, plus on apprend à le gérer. Plus on fait de la scène, plus on apprend à connaître son corps. Et plus on fait de la scène, plus on entre en relation avec le public. Donc ce qui se passe, c'est que petit à petit, plus on fait de la scène, plus on tue notre ego. Parce qu'on est obligé de se mettre au service du public. On est obligé d'être dans le parfait alignement et la parfaite connaissance de son corps pour pouvoir faire ce qu'on veut à notre corps dans ces situations de stress extrême. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour notre cerveau, c'est un stress, hein, c'est même un danger. C'est « oh mon Dieu, le troupeau d'humains va peut-être me manger si je fais quelque chose de mal ». Dans nos schémas ancestraux, c'est ce qui se dit dans notre inconscient, c'est « on est en danger ». Alors que, soyons clairs, on n'est pas du tout en danger. Life is a game, je rappelle. Mais l'inconscient pense qu'on est en danger. Et l'ego, c'est un petit peu la même chose. L'ego, il faut pas complètement tuer l'ego, parce que l'ego, il sert aussi à nous protéger en cas de danger. Donc, on a besoin d'avoir un petit peu d'ego. Néanmoins, il faut apprendre à gérer son ego. Et ce qu'il y a de bien avec ce training live, avec ces best practices, c'est que c'est pas qu'on tue notre ego,
mais on le diminue un petit peu à chaque fois. Et à chaque fois qu'on diminue notre ego, on est toujours un petit peu plus aligné avec soi-même parce qu'en fait, on accepte que notre vérité, que notre authenticité, que la personne qu'on est, le soi, on pourrait dire en psychologie, on accepte que le soi soit complètement mis en lumière et on n'est plus en train de le cacher derrière un ego ou derrière une supercherie. Être sur scène, c'est un énorme sérum de vérité. On est complètement à poil. Et pour que ça se passe bien, ça demande d'être complètement droit avec soi-même, d'avoir épuré un maximum de blessures, d'avoir épuré un maximum de traumatismes, ou alors en tout cas, de les avoir suffisamment côtoyés et avoir appris à jouer avec pour pouvoir les utiliser dans certaines phases d'interprétation. Mais là, on rentre sur un débat un peu plus théâtral et c'est pas le sujet que je vais aborder dans cet épisode, même si je pense qu'un jour, on va l'aborder dans un épisode de Diode. Mais ce que je veux dire, c'est que ça demande vraiment d'être en pleine vérité avec soi-même. Parce que si on est droit, si on est aligné, si on gère notre ego, il n'y a plus de danger. On n'a plus rien à craindre. Et c'est pour ça que j'adore la chanson de Dalida, parce que Mourir sur scène, comme le titre de cet épisode, parce que sa chanson a dit qu'elle veut mourir à cet endroit-là parce que c'est l'endroit où elle se sent le plus aimée. Mais ça dit aussi que c'est l'endroit où elle est le plus dans sa vérité, où elle est le plus dans son authenticité. Et finalement, on peut peut-être même y voir que c'est l'endroit où son faux self meurt un petit peu à chaque fois. Finalement, elle rentre dans ce passage, elle rentre dans cette évolution, elle rentre dans ce passage de renaissance à chaque fois qu'elle vient se tuer un petit peu sur scène, qu'elle vient tuer un petit peu son ego sur scène. À chaque fois qu'elle sort de scène, ça lui permet d'être une artiste un petit peu plus neuve, un petit peu plus droite, un petit peu plus éveillée, un petit peu plus alignée. Et c'est pour ça que cette chanson est si belle et c'est pour ça que ce titre est très symbolique pour cet épisode, Mourir sur scène. Parce qu'en fait, on meurt pas, on renaît. On avance, on progresse, on se fait du bien. C'est un cadeau, en fait. La scène est un cadeau, mais on peut le pratiquer dans plein d'autres choses différentes. Mais en tout cas, pour un artiste, quand on compare un cheminement spirituel et un cheminement scénique, c'est la même chose. On vient diminuer petit à petit l'ego pour pouvoir être quelqu'un de complètement connecté aux autres êtres humains et plus en appréhension des autres êtres humains. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Il y a un livre, pour la référence culturelle de l'épisode, c'est un livre d'inspiration bouddhiste qui est très intéressant, qui s'appelle le Barto Thodol. C'est vraiment un basique à avoir quand on s'intéresse aux questions de spiritualité, de théologie, tout ça. Et le Barto Thodol, la traduction occidentale, c'est le livre des morts tibétains. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que ce livre est un mode d'emploi pour les mourants. Enfin, plutôt à destination des mourants. C'est un ouvrage qui est long, qui aborde plusieurs choses, mais je vais essayer de condenser un petit peu la pensée, et surtout par rapport au sujet qui est abordé aujourd'hui, que la mort est une renaissance. Ouais, j'aime bien tuer les neurones. C'est mon petit pouvoir personnel. En fait, ce livre est à destination des mourants, mais en général, il est lu par les gens qui sont en pleine santé et qui accompagnent le mourant. Parce qu'en fait, le livre est lu aux gens qui sont malades ou qui vont bientôt mourir. Alors, quand on peut avoir le temps de faire ça, évidemment. Et il y a des rites, en fait. Il y a des rites de passage, il y a des différentes étapes à vivre, à expérimenter pour se réconcilier avec soi, pour se réconcilier avec son passé et faire de la mort une évolution, faire de la mort un passage. Les Tibétains qui ont écrit ce livre ont pour croyance la réincarnation, certainement, les vies intérieures aussi, mais en tout cas, le fait que la mort n'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui permet de passer vers autre chose. Et ce livre, en fait, est très intéressant parce qu'il décrit les états de conscience et les perceptions qui se succèdent pendant la période qui s'étend de la mort à la renaissance. Et peut-être que vous voyez le parallèle, mais à mon sens, être sur scène, c'est exactement la même chose. C'est quand on est paralysé par le trac, on est dans un état de conscience modifié. Et du coup, on meurt, on tue quelque chose, on diminue quelque chose, on diminue une faiblesse pour pouvoir renaître et devenir quelqu'un de plus fort. Et les Tibétains, les bouddhistes tibétains, lisent ce livre au moment de l'agonie, ou alors ils le font aussi parfois après la mort pour aider à la libération du cycle des réincarnations.
littéralement parce que la traduction occidentale, c'est le livre des morts tibétains. Mais en fait, bardo, ça veut dire, ça n'a rien à voir avec Brigitte, hein, ça veut dire état intermédiaire, to, entendre, et dol, libérer. Donc en fait, une traduction un peu plus juste serait entendre la libération des états intermédiaires. Et ça pose vraiment le postulat que mourir est une succession d'étapes qui amènent vers autre chose et pas une fin en soi. Il y a pas mal de comparaisons avec le Barthes-Todol et les expériences de mort imminente. Et alors là, je vais faire Jean-Michel Transition. Mes amis savent depuis je sais pas, je devais avoir 16 ans, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai une énorme théorie dans la vie que je raconte à qui veut l'entendre, qui est la théorie des contenus et des contenants. C'est une théorie qui m'est venue parce que je trouve aucun argument pour la contrer déjà, et surtout que je trouve hyper rassurante par rapport à la mort. C'est une théorie qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort. Je vous le dis to the go, je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de la souffrance. J'ai peur du deuil. Je n'ai pas peur de mourir. Alors aussi parce que je fais tout ce qu'il faut dans ma vie pour me dire « Waouh, je fais une vie extraordinaire, si je meurs demain, franchement, j'aurai pas de regrets. » Mais néanmoins, à ce jour, c'est une grande fierté pour moi de ne pas avoir peur de la mort parce que du coup, je m'empêche pas de vivre. Cette fameuse théorie des contenus et des contenants, elle part du principe qu'on est toujours un contenu dans un contenant et qu'on devient un contenu de plus en plus gros dans un contenant de plus en plus gros. Au début de notre vie, en tout cas de ce qu'on connaît, on est de l'ADN. De l'ADN contenu dans un spermatozoïde. Le spermatozoïde va féconder l'ovule. Ah, je suis désolée, vous saviez pas. Ah, pardon, c'est comme ça qu'on fait les bébés. Ah, my bad. Toujours ma grande... Ah, là, je suis désolée. C'est moi. C'est moi, j'aurais dû me taire, j'aurais dû vous demander avant. Maintenant, vous savez, je suis désolée, vraiment. Donc, c'est pas une histoire de rose, de tournesol et de cigogne. C'est un spermatozoïde qui féconde un ovule. Et donc, qui fait de cet ADN un fœtus dans un ventre maternel. Je vous détends un petit peu pour pouvoir enchaîner la suite de la théorie, parce que sinon, votre cerveau va fumer. Après, normalement, vous connaissez la suite. Si on se détache toujours bien de l'histoire de la cigogne et de la rose, on devient un être humain sur Terre. Donc, waouh, contenu encore plus gros dans un contenant encore plus gros. Donc, puisqu'on a la preuve de 3 étapes de contenu vers un contenant de plus en plus gros, je me dis, pourquoi on s'arrêterait à 3 ? Alors, je sais que 3, c'est le chiffre de la Trinité, donc de la perfection. Mais quand même, pourquoi 3 ? Pourquoi tout ça ? Pour 3 ? Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas une étape d'après où on devient encore un contenu plus gros dans un contenant plus gros ? Et vous allez me dire, non, notre corps, il reste sur Terre. Et moi, je vous dirais, mais oui, mais qu'est-ce qui s'en va ? Le corps, il reste, mais qu'est-ce qui part ? L'esprit, mesdames et messieurs. On n'a aucune preuve de ce que devient notre esprit. Les plus scientifiques vont dire, l'esprit, c'est la conscience, c'est le cerveau, et si le corps meurt, le cerveau meurt. Mais en vrai, qui a une preuve ? On n'a aucune preuve. Et donc, pourquoi notre esprit ne pourrait pas partir ailleurs ? Et j'argumente cette idée, c'est qu'à chaque fois qu'on est un contenu dans un contenant, on a des capacités qu'on ne peut pas exploiter dans ce contenant. Par exemple, quand on est de l'ADN, on va devenir un formidable corps humain, mais à l'étape d'ADN, il y a toutes les infos, il y a tout ce qu'il faut, mais on ne peut pas l'exploiter. Quand on est un fœtus, on est dans un ventre, on a des bras, on a des jambes, mais on ne peut pas les exploiter. Même nos propres organes, on ne peut pas les exploiter. On est dépendant du cordon ombilical. Et quand on est un humain sur Terre, je vous assure qu'encore une fois, on a des compétences qu'on ne peut pas exploiter. Notre cerveau, on n'en utilise même pas 20%, c'est une folie. On a un organe de malade, on a une Ferrari dans la tête, les chakras pareil, si vous êtes plus spirituel, les neurones dans l'intestin, les neurones dans le ventre, on a une quantité incroyable de réseaux d'informations en nous qu'on ne sait pas utiliser. Donc je me dis, pourquoi en fait c'est pas de la gestation pour la prochaine étape ? Et alors là, vraiment, vous allez comprendre le Jean-Michel Transition. Pourquoi je parlais tout à l'heure des expériences de mort imminente ? Parce que tous les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, c'est-à-dire un moment de leur vie où ils sont cliniquement morts, vraiment morts pendant un certain laps de temps, et qu'ils reviennent à la vie, tous les gens qui ont vécu ça, ils disent tous la même chose. Alors, ils se sentent baignés d'amour, ils ont vu une grande lumière au bout du tunnel,
Mais surtout, il témoigne d'un après, il témoigne d'une suite. Et ça, quelle que soit l'époque, quelle que soit la région du monde, quelle que soit la culture, quelles que soient les croyances, ils disent tous la même chose, qu'il y a un après. Alors, je sais qu'il y a des contre-théories de scientifiques qui disent « Mais oui, mais puisque le cerveau se déconnecte, du coup ça crée ça et du coup la personne voit ça. » Ok, peut-être, mais peut-être pas. Comment ça se fait qu'un couple n'arrive pas forcément à se mettre d'accord pour aller choisir un film au ciné, mais que tous les gens de tous les âges, de toutes les confessions, de tous les endroits du monde soient d'accord pour dire « Il y a une vie après la mort ». Quand même, enfin... Pardon de mettre deux choses dans la balance qui n'ont rien à voir, mais ça me semble être un bon élément de comparaison. Donc, j'y crois, pour moi, il y a une vie après la mort. Et surtout, pour moi, on est sur Terre pour faire des expériences, pour s'améliorer, pour devenir meilleur et pour se préparer à la suite. Comme depuis le début de notre existence, on est dans des états de conscience et des états matériels qui nous préparent aux étapes suivantes. Donc, la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, n'ayez plus peur de la mort. Vous ne savez pas ce qu'il y a après. Et peut-être que ça sera une bonne surprise. Diode. Sur cette très bonne nouvelle, c'est déjà la fin du 2e épisode de Diode, mais j'espère que vous avez passé un très beau moment. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve dans 15 jours. Et dans 15 jours, il est fort possible qu'on reçoive le ou la premier invité du podcast Diode. Je vous en dis pas plus, mais il pourrait s'agir de comédie musicale. Et bien sûr que je ne vous ai pas oublié, évidemment que je vais tenir ma promesse, je vais vous diffuser la version maquette de ma première chanson, Goutte d'eau. Alors c'est une maquette, c'est pas encore mixé, produit parfaitement, mais normalement ça devrait vous donner une petite idée de mon style musical. Et ça va nous permettre de faire plus ample connaissance. J'espère que ça va vous plaire. Ouvrez grand les oreilles. Allô ? Non, c'est pas allô pour dire bonjour. C'est ce que j'ai fait pour me jeter vers toi. Parce que je pensais que t'allais me sauver. Parce que je pensais que je t'avais trouvé. Je me suis laissée tomber à tous les sens des termes, comme dans ces salons d'eau qui guérissent l'épiderme, qui caressent l'épiderme. Comme si on pouvait enfermer tes baisers, comme si on pouvait attraper la buée. Allô, t'es encore là ? Merci, je sais que tu m'écoutes. J'ai tellement besoin de te raconter mes saisons pleines de doutes. Parce que je t'ai longtemps considéré comme mon dernier hiver, la dernière goutte du vase de ma colère. J'ai tellement voulu que tu restes, que tu sois le puits de mon avenir. Mais je comprends la rétention quand je repense à nos souvenirs. J'y plonge la tête, je vois les images. Comment j'ai pu accepter ça ? Te voir 2 heures pour les feuillages, c'est tout le temps que t'avais pour moi. Et je jouais à celle qui est d'accord de croire que tu es trop occupée, que tu me donnes tout ce que tu peux, mieux qu'un quotidien dilué. Mais t'étais pas trop occupée, t'avais juste pas envie que je reste. Et dans ce jeu, tu savais bien que je venais pas que pour le sexe. Je voulais te donner une autre chance, parce que je voyais dans tes yeux que t'avais mal de me faire ça. Tu pouvais pas me dire adieu, je m'accrochais à ton regard et je restais dans le silence. Tu n'étais pas vide et hagard, tu calculais toutes tes absences. Mais c'est jamais arrivé. J'ai supplié une réaction, un aveu pour tous tes sévices, une confession même arrachée que j'étais ton grand sacrifice. Et c'est jamais arrivé. Tu t'es envolé, tu t'es condensé, tu t'es échappé. Et c'est jamais J'ai mis du temps à accepter, c'est tellement lent une perfusion.
que tu ne pourrais peut-être jamais devenir ma belle irrigation. Je me suis vue jeter l'éponge, esseler, essorer, tant de colère et de chagrin, et mon visage encore trempé. Allô ? C'est ironique comme je l'ai été, autant dedans qu'à l'extérieur, parce que je me voulais dans ton cœur, je voulais me doucher à ton bonheur, je voulais respirer ton odeur chaque jour. Et tu sais quoi ? T'avais raison, tu étais bien la dernière goutte. Tu es la rivière qui m'a permise d'être enfin sur la bonne route. Quand la peur et les blessures se sont noyées dans notre lit, j'ai su que mon amour pour toi serait désormais infini. Je sais enfin m'hydrater seule, tu m'as appris une belle leçon. La source d'amour qu'on cherche tous pourrait bien être celle du pardon. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. C'est amusant finalement de constater comme la boucle est bouclée en écoutant cette chanson qui parle, elle aussi, de quelque chose qui meurt, de quelque chose qui renaît pour laisser la place à une nouveauté, à un sentiment plus beau, plus pur, qui est l'amour, même si c'est pas forcément l'amour au sens duquel on s'attendait vivre cet amour. Mourir sur scène, c'est un petit peu cette idée-là. C'est diminuer quelque chose pour laisser naître quelque chose d'autre qui est pas forcément ce à quoi on s'attendait, mais qui est certainement beaucoup plus beau que ce que notre esprit pouvait imaginer, parce que le cœur sait toujours mieux que le cerveau. Allez, sur ces belles paroles, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Deezer, Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, parce que vous connaissez le fonctionnement des algorithmes. Plus les gens sont participatifs et démonstratifs vis-à-vis d'un produit gratuit, plus la plateforme se dit « c'est un bon produit, on va le mettre en valeur ». Donc si vous voulez que d'autres personnes aient connaissance de mon parcours, de mes doutes, de mes joies, de mes peurs et des tips et des révélations sur la vie après la mort, n'hésitez pas à encourager l'algorithme. Et puis n'hésitez pas aussi à partager l'épisode à vos proches, à ceux que vous pensez que ça leur ferait du bien, n'importe où, n'importe quand. N'hésitez pas aussi à venir papoter avec moi sur les réseaux sociaux. J'adore débattre des sujets qui sont abordés dans l'épisode. Quelques-uns ont franchi le pas pour le premier épisode. Merci beaucoup à vous. J'espère que ça va me continuer, mais en tout cas, n'hésitez pas. Ma porte virtuelle est ouverte. On va se quitter en musique. Je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour. Je vous souhaite de relever des défis dans votre vie, de soulever des petits challenges et d'être fiers de vous parce que vous le méritez. Je vous envoie tout l'amour que je peux. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Look to the